RCF, 1000 acteurs pour un monde désirable, Bertrand Lazare. Bienvenue dans 1000 acteurs pour un monde désirable, l'émission qui met en lumière les pépites de notre territoire pour leur innovation sociale, économique ou environnementale. En résumé, je vous propose un moment positif, inspirant et territorial. J'ai le plaisir de recevoir Benjamin Baudet, directeur général de Bertolami, une entreprise du territoire qui révolutionne la mobilité de demain. Alors bonjour Bertrand, bonjour aux auditeurs de RCF Radio et à nos spectateurs de podcast. Merci de m'avoir invité, merci de venir effectivement mettre en lumière une entreprise qui a plus de 75 ans d'âge. Bertolami, c'est une entreprise qui a été créée par mes grands-parents en 1950. On est en 2025, on a donc fêté cette année nos 75 ans. Bertolami, c'est une histoire typiquement française de l'après-guerre. C'est un monsieur qui veut conduire un gros véhicule, en l'occurrence un autocar, et une dame qui, dans l'après-guerre, rêve de voyager, rêve d'un pays et de rencontres apaisées et de ne plus entendre parler de la période qu'ils viennent de vivre. Et donc, effectivement, ils se marient et créent Bertolami, lui au volant d'un car et elle déjà à la recherche de clients, notamment comme les paroisses, pour pouvoir voyager un petit peu partout en Europe. On est en 1950, on est dans un moment qui est clé pour la croissance française, pour le développement français. Mais on ne va pas dire que Bertolami était seul à ce moment-là parce qu'il y a à peu près 400 autocaristes qui se créent dans cette période-là sur tout le territoire national. Aujourd'hui, on est un petit peu moins d'autocaristes indépendants. On est la 3e génération de dirigeants avec Yannick et Fabien, mes frères. On a repris l'entreprise en 2018 qui, si elle a été dirigée par nos grands-parents pendant plus de 30 ans, l'a aussi été par nos parents, Christian et Christine, pendant plus de 30 ans. Donc l'histoire de Bertolami, elle a toujours été ancrée dans son territoire, ancrée aussi vers un regard porté vers l'ailleurs, mais aussi un regard loin, pour pouvoir effectivement anticiper l'ensemble des transitions auxquelles étaient confrontés nos métiers. Et il faut dire qu'effectivement, à la fin des années 2010, on est un métier, ou on est des métiers qui sont plutôt challengés. Alors les métiers originaux, les gens nous connaissent beaucoup sur le territoire de l'Ardèche et de la Drôme avec nos cars, qui sont assez visibles. On a plus de 110 véhicules aujourd'hui, donc ça veut dire que effectivement tous les matins, tous les midis et tous les soirs, vous voyez passer des cars Bertolami. Un certain nombre d'entre vous ont pris ce car pour aller à l'école, au collège ou au lycée, puisqu'on a une activité de transport scolaire, mais pas que. On fait du transport urbain pour la ville de Romans. On est dans des lignes qui relient effectivement différentes villes de notre territoire. On est même à l'international, puisqu'on a une ligne entre Bruxelles et Toulon pour un opérateur qui est connu de tous, qui s'appelle Flixbus. Et puis, on a aussi une activité liée à une autre partie de notre métier qui sont les agences de voyage et qui est donc du grand tourisme qui nous permet d'aller aux 4 coins de l'Europe, mais aussi un petit peu partout dans le monde. D'accord. Du coup, les différents métiers sont assez importants puisque tu parles du transport scolaire par exemple, mais c'est aussi un voyagiste. Tous ces métiers-là, aujourd'hui, vivent des mutations profondes. Il suffit déjà ne serait-ce que d'aller à Saint-Donat et de s'arrêter rien que sur le parking et de regarder l'évolution des bus de ce que nous avions connu et de ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Quelles sont les différentes évolutions et donc transitions auxquelles vous devez faire face, on va dire, dans vos différents métiers? Alors, c'est vrai que quand on reprend la société, on s'appuie d'abord sur l'expérience de Yannick, qui est le président, qui est mon plus jeune frère, qui lui a fait toute sa carrière professionnelle aux côtés de nos parents et qui, lorsqu'il nous invite à le rejoindre dans cette formidable aventure entrepreneuriale et familiale, nous fait part immédiatement de ses inquiétudes par rapport à des thématiques et notamment à 3 grandes transitions que connaît la profession. La première transition qu'on a tous en tête et qui est relativement évidente, c'est la transition énergétique. Le métier du transport, qu'il soit de voyageurs ou de marchandises, est un métier polluant. Nous utilisons des énergies fossiles depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, en matière d'émissions de gaz à effet de serre, nous sommes probablement et régulièrement cités comme l'une des principales sources d'émissions. Donc il a fallu réfléchir à comment diminuer l'impact de ces émissions et donc réfléchir au modèle énergétique de nos moyens de transport. Ce qu'on a fait dès 2019 en produisant une trajectoire, c'est mon autre frère Fabien qui a travaillé dessus, dans une logique de se dire comment en 2030 on aura atteint la décarbonation de notre flotte et quelles sont les énergies dont on va pouvoir se servir en dehors de celles qui sont fossiles. On a eu une initiative dès 2020, on a été le premier autocariste en France à utiliser du colza pour faire rouler nos cars. Une partie de nos lignes scolaires roule au colza, c'est une énergie végétale, c'est une énergie qui décarbone immédiatement les émissions et qui nous permet effectivement d'avoir rapidement lié la vision et la volonté avec les faits. Et puis aujourd'hui, on est un acteur impliqué dans le bio-GNV, dans l'électrique. Donc on est en train de vivre une transition où au fur et à mesure de nos investissements, de nos accords commerciaux, que ce soit avec de
donneurs d'ordre publics ou privés. On fait évoluer notre flotte et on arrive à un moment donné qui est relativement clé, qui est celui effectivement de pouvoir avoir des bilans carbone extrêmement positif, pas encore complètement négatif, hein, on consomme encore, mais on a été lauréat d'un prix objectif CO2 sur la longévité de notre stratégie. Il y a une dizaine de jours, Fabien s'est vu remettre à Paris un prix très distinctif dans notre profession parce qu'il démontre effectivement cette volonté stratégique de s'impliquer et décarboner les choses. Donc cette première transition, on va dire énergétique, elle nous a impacté. La deuxième, c'est la transition numérique. J'aime toujours à rappeler qu'en 1950, quand un car était en panne, notre grand-père arrivait avec une clé anglaise, il mettait le coup au bon endroit sur le moteur et le véhicule repartait. Aujourd'hui, notre chef d'atelier, il sort sa valise, il amène une mallette avec un ordinateur, il branche cette mallette sur le véhicule et puis il va attendre un premier diagnostic numérique. Nos métiers sont devenus impactés par le numérique. Et effectivement, à la fin des années 2010, on avait des enjeux qui étaient jusqu'où pouvait aller la numérisation. Et on s'est interrogé et on a lancé à ce moment-là des initiatives comme celle de Betty, qui est un opérateur de navettes automatisées dont on parle assez régulièrement en ce moment puisqu'on est relativement innovant sur le sujet. On y reviendra sans doute. On y reviendra dans deuxième une partie de l'émission. Et puis la troisième transition, c'est la transition sociétale. Aujourd'hui, on va vers la fin de la propriété individuelle automobile. Qu'on le veuille ou le non, on est dans un schéma où aujourd'hui, on doit avoir moins de véhicules. On a des orientations qui sont données par des lois politiques sur l'utilisation de l'électrique. On a des problématiques qui peuvent être liées à la conservation de son permis de conduire en fonction de son âge. Mais on voit bien que on va être dans une logique où il va falloir trouver des solutions par rapport effectivement à cette transition sociétale. Et là encore, nos métiers, nos savoir-faire, nos expériences et notre histoire nous permettent d'apporter des réponses pour faire en sorte qu'effectivement on puisse transporter tout le monde demain. Et est-ce que la mobilité change vraiment aujourd'hui, en tout cas la demande de mobilité aujourd'hui en fait du commun du mortel par rapport à son envie de se déplacer de A vers B? J'ai une conviction profonde, c'est que les jeunes sont en train de faire, la jeunesse est en train de nous faire changer notre modèle. Elle accepte plus facilement le changement de véhicule pour aller d'un point A à un point B que nous le faisions précédemment. Nous, notre génération, elle est adepte de la voiture, elle veut partir devant son garage, arriver à son lieu de destination sans jamais changer de véhicule. Aujourd'hui, une majorité de nos jeunes, ils sont capables d'utiliser un bus, un train, un car, un covoiturage, et donc d'être dans une logique où sur un même trajet, ils vont utiliser 3 moyens de transport. Et ils ont raison, c'est eux qui ont raison. Parce que, bien entendu, ils massifient, ils partagent, ils rendent collectif un certain nombre de ces outils, et ils sont dans des logiques qui, effectivement, sont bénéfiques pour notre planète et pour notre mobilité, pour notre schéma de mobilité au global. Donc oui, les mobilités sont en train de changer, et oui, les jeunes sont l'exemple à suivre par rapport à ça. Et j'aimerais que nous rentrions plus concrètement encore dans le sujet des innovations, et en particulier de Betty, la nouvelle navette automatisée, qui réinvente la mobilité de demain, et on a eu la chance d'avoir une première mondiale il y a quelque temps. En quoi était-elle mondiale, cette première ? Alors, on a déployé effectivement sur le parc d'activités de Valence TGV, celui de Rovaltin, 2 navettes automatisées qui ont parcouru une partie du parc pour pouvoir délivrer du service, soit entre le parking longue durée et la gare, soit entre différentes entreprises et l'espace de restauration. C'est une logique qui est une première mondiale parce qu'on est dans des technologies qui sont de nouvelle génération, avec des véhicules qui ont une vitesse supérieure à ce qu'on connaissait précédemment, qui ont une gestion dynamique des événements de la route, et effectivement ont apporté un premier niveau serviciel où il n'y avait pas d'opérateur à bord. Donc on est arrivé à un moment donné où la personne montait comme elle monte dans un ascenseur, en étant en totale autonomie, tout en étant effectivement accompagné à distance par des opérateurs qui sont situés à Saint-Donat-sur-l'Herbasse, le siège historique de Bertholami. Puis on était dans le domaine public ici. Et on était bien entendu sur le domaine public. Ce qui est assez rare parce qu'aujourd'hui, on va dire les navettes dites autonomes en tant que telles, ou en tout cas qui tentent de l'être, sont souvent sur des secteurs qui ne sont pas ouverts au public obligatoirement. Alors on a effectivement beaucoup travaillé et beaucoup appris sur voies privées et voies dédiées. Maintenant on s'ouvre à l'ouverture de la route. On était récemment aux Rencontres nationales du transport public à Orléans où on a pu faire pendant 3 jours la démonstration de l'excellence et des avancées technologiques. Donc on a construit quelque chose autour de la mobilité automatisée sur route ouverte. Et à partir de 2026, c'est des systèmes de transport automatisés qu'on va voir de plus en plus présents dans nos villes et nos campagnes. C'est important de le préciser, c'est la raison d'être de Betty. Notre volonté n'était pas de travailler sur la problématique centrée sur l'urbain et les grandes villes de France. Notre problématique était celle de notre territoire, celle de la Drôme des collines, avec une perspective malheureusement inquiétante de zone blanche de mobilité. On l'a connu avec la téléphonie mobile. On ne voudrait pas arriver à la même logique en matière de mobilité. Et donc, on a choisi d'investir sur ces navettes automatisées, mais avec un angle très fort et une ambition très forte de le faire pour les territoires ruraux.
Donc concrètement, ça veut dire que la navette aujourd'hui, on peut imaginer demain, en tout cas, je ne sais pas quelle échéance, tu vas peut-être pouvoir nous le dire, mais en tout cas de pouvoir offrir ce service sur des zones dont la rentabilité, entre guillemets, ne serait pas celle en fait nécessaire pour pouvoir rentabiliser un service de car avec un chauffeur, avec tout ce que ça comporte, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est confronté à plusieurs choses. D'abord, il faut le rappeler, on a le transport public le plus subventionné au monde. On a une chance en France. C'est que nos collectivités, quand même, contribuent au quotidien du déplacement, que ce soit des élèves ou que ce soit de nos concitoyens, en apportant une large contribution économique en plus du titre de transport. On est dans des logiques, on le sait tous maintenant, on a une économie qui est contrainte, on a des collectivités qui doivent optimiser le budget sans détériorer l'offre de services. Or, dans certains cas, effectivement, elles sont dans l'obligation de revoir à la baisse leur budget. Elles sont aussi confrontées, comme nous, à des problématiques de ressources humaines disponibles. Il manque, à l'heure actuelle, en France, plus de 8000 conducteurs de bus et de cars. À l'horizon 2030, on va parler plutôt de 35 000 conducteurs. C'est la pyramide des âges qui est contre nous. C'est mathématique et c'est logique. Donc, il faut trouver des alternatives ou des compléments. On n'est pas là dans une logique de remplacer des services ou de remplacer la conduite humaine. On est bien là pour rendre permanent des services qui ont besoin d'exister parce que nos populations et nos concitoyens et nos territoires. Et dans la ruralité, à un horizon 2026-2027, on va voir effectivement rentrer des schémas moins expérimentaux, comme ceux qu'on a pu conduire dans le Val-de-Drôme entre l'écocide Biovallée et la ville de Cray, plus normatifs, c'est-à-dire effectivement des usages qu'on va avoir au quotidien dans une intégration d'un réseau de transport avec un titre de transport qu'on aura payé, mais qui nous donnera notre modeste contribution par rapport à l'investissement de la collectivité pour faire en sorte qu'on puisse se déplacer de manière autonome. D'accord, donc ce projet-là n'est pas qu'un projet de R&D, c'est une vraie possibilité en tout cas de le voir réalisé sur nos routes, sur nos territoires en tant que tel. On en est intimement convaincus. Aujourd'hui, bien entendu, on est des entrepreneurs, on travaille sur la perception de notre histoire et la vision de notre avenir. L'ensemble des investissements parfois peuvent être considérés comme de la recherche et développement. Pour autant, à un moment donné, il faut qu'on arrive à le transformer en activité concrète. On a créé au sein d'Autocar Bertolami une société dédiée à Betty. Cette société commence à faire un certain nombre de revenus. Elle est loin d'être rentable parce qu'elle doit travailler encore sur des thématiques de recherche et développement et faire aboutir et atterrir toutes ces solutions. Mais on y croit. Et puis, on a, notamment en Amérique du Nord ou en Asie, déjà des exemples extrêmement concrets de choses qui se font dans le quotidien de certaines sociétés américaines ou chinoises. Donc, il n'y a aucune raison que nous échappions en Europe à l'arrivée de ce typologie de mobilité. D'ailleurs, moi, ce qui m'avait vraiment surpris, en fait, lors de cette inauguration, on va dire, c'était de voir les partenariats qu'une entreprise comme Bertolami du territoire puis peut avoir avec des entreprises de la Silicon Valley pour la technologie, de la Chine, enfin en tout cas des acteurs très internationaux. Et aujourd'hui, voilà, vous faites preuve d'innovation très internationale. Ah oui, on est sur un schéma où on voyage un petit peu partout dans le monde pour nous permettre effectivement à la fois de tirer le meilleur de ces technologies internationales, de s'inspirer et de comprendre comment est-ce que c'est déployé, tout en ayant, encore une fois, la force de notre savoir-faire. On a en France une excellence en matière d'exploitation des services de transport, qu'ils soient publics ou privés. Il y a une histoire qui est la RATP, qui est la SNCF, qui sont des entreprises comme Colis et Transdev. Bertolami, à son échelle, a aussi cette histoire-là et ce savoir-faire-là, qui n'est pas forcément acquise dans d'autres pays. Et d'ailleurs, c'est relativement intéressant de pouvoir partager, échanger, voire avoir des opportunités, puisqu'aujourd'hui, on a des discussions en Belgique, on a des discussions en Suisse, en Espagne et en Italie, qui démontrent que notre savoir-faire peut s'exporter, devenir zone de création de richesse et donc d'économie pour notre société. Très bien. Je vais aborder un autre sujet puisque tu as parlé de transition digitale, qui est un sujet qui nous relie. Évidemment, l'IA aujourd'hui arrive partout, dans tous les métiers. Vous êtes une agence de voyage, donc ça veut dire de la capacité à conseiller les usagers, on va dire, pour les emmener visiter des lieux magiques pour leur détente ou leur découverte. En quoi l'IA bouleverse aussi en fait votre métier et comment vous résistez à cela? Alors, je ne sais pas si on doit choisir les termes de bouleversement ou de résistance. Je crois qu'effectivement, c'est un constat que la technologie, il faut la manager, il faut l'intégrer dans ses métiers, quels qu'ils soient. On l'a fait dans l'univers des agences de voyage. L'IA nous amène effectivement des gains de productivité, nous permet d'identifier un certain nombre de ressources et de sources pour faire voyager nos clients. Mais pour autant, nos conseillères de voyage ou nos productrices restent des interlocutrices
de première main pour nos clients, avec une expérience et avec une sensibilité. Il y a une dizaine de jours, on a vu se féliciter d'une collaboratrice qui a plus de 35 ans d'expérience maison Bertolami, donc qui a un savoir-faire, qui a quelque chose d'extrêmement riche à partager avec nos clients et qui aujourd'hui peut-être fait voyager 3000, 4000 personnes dans l'année parce qu'elle s'occupe plus particulièrement des groupes. Et tout ça fait qu'une IA, toute performance qu'elle aura, ne pourra pas remplacer cette sensibilité-là. Donc nos enjeux à nous, en tant que chef d'entreprise, c'est de prendre le meilleur, de ne pas se laisser non plus dépasser, de bien considérer effectivement l'opportunité technologique comme une opportunité, non pas comme un risque, et d'avoir su anticiper, expliquer à nos équipes les modifications et les usages, les encadrer aussi. Dans certains cas, il faut pas se tromper, il faut vérifier, corriger, lire. Et là-dessus, j'aime à dire que c'est une opportunité notamment pour nos ressources seniors dans les entreprises. Tous nos experts qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans d'entreprise, l'IA pour eux, c'est la vraie richesse parce qu'eux sont en capacité de corriger, eux ont le recul nécessaire, eux ont l'expérience. Peut-être que les jeunes générations aujourd'hui ne se rendent pas compte et effectivement foncent tête baissée dans certaines hallucinations que peuvent nous donner des intelligences artificielles. Et j'ai pu observer qu'effectivement, encore une fois, ceux qui ont le plus d'expérience savent en tirer le meilleur profit. Nous sommes en compagnie de Benjamin Baudet, directeur général de Bertolami. J'aimerais désormais mieux comprendre comment peut-on agir à vos côtés. Déjà en matière de voyage, est-ce que la typologie de voyage a changé aujourd'hui pour être plus responsable, vertueuse ou pas ? Écoute, une entreprise qui a 75 ans, que ce soit Charlie, André, nos grands-parents, Christian, Christine, nos parents, nous ont donné le goût du voyage. Mais ils nous ont appris aussi à apprécier les bonnes choses de notre territoire. Et donc, dans la période qui est récente, post-Covid, on s'est rappelé que voyager pouvait démarrer à une dizaine de kilomètres de chez soi et qu'on avait, notamment en Ardèche et en Drôme, des pépites à faire découvrir, y compris à nos concitoyens. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est beaucoup investi, notamment dans la vallée de la gastronomie. C'est pour ça qu'on a structuré un certain nombre de partenariats avec des acteurs locaux et qu'on retrouve toujours avec plaisir, notamment sur le Festival de Valence en gastronomie, où on pourrait se demander pourquoi est-ce que Bertolami est présent tous les ans. Et on l'était lors de la 10e édition, parce qu'on fait corps avec notre territoire et que cette richesse aujourd'hui, elle nourrit bien entendu cette volonté. On a aussi pris des décisions assez drastiques sur des destinations qui étaient dans ce que j'appelle du surtourisme, c'est-à-dire à un moment donné, trop de monde venait dégrader quelque part le patrimoine touristique de ces destinations et qu'il était temps effectivement d'être raisonnable et de pouvoir effectivement découvrir d'autres endroits qui pouvaient être tout aussi qualitatifs, peut-être moins instagrammables parce que le hashtag est moins populaire, mais avec effectivement une richesse dans la rencontre, dans la vue, dans la découverte qui est tout aussi exceptionnelle. Ce qui est intéressant parce que ça nous montre que c'est un vrai risque aussi qu'il faut savoir prendre à un moment donné, parce que c'est peut-être plus facile finalement de vendre des destinations type Venise, Barcelone ou autres qui sont déjà très très demandées. Et là, ça nécessite de l'innovation, ça nécessite de la pédagogie, ça nécessite, on va dire, un vrai investissement pour arriver à faire découvrir en fait des régions qui sont tout aussi charmantes en fait. Ça nécessite de pas écouter l'IA par exemple, qui elle va effectivement te proposer de manière assez spontanée tout ce qui peut être populaire et tout ce qui peut être intéressant. Donc oui, tu as raison. Mais c'est encore une fois en embarquant nos équipes, le capital humain que représentent les 170 collaborateurs de Bertolami qui traversent ces territoires ou qui en sont issus et qui nous permettent effectivement à un moment donné d'avoir une programmation en adéquation avec les valeurs et l'histoire de l'entreprise, mais aussi avec ce que les collaborateurs veulent en faire. Et donc d'être aussi assez précurseurs sur cette typologie de destination, ces offres qui peuvent être un petit peu différentes, tout en ayant quand même une dernière volonté qui est qu'il faut voyager. On fait partie de ces gens qui sont convaincus que le voyage amène à la rencontre amène au dialogue, et le dialogue entre les peuples, il est plus que jamais nécessaire. Dans la société anxiogène dans laquelle on est, avec les différents conflits que l'on voit, nous, on pense que le fait de voyager, d'aller à la rencontre de l'autre, sont des éléments qui sont déterminants et qui apaiseront une partie de nos sociétés. Quelle est l'ambition du groupe Bertolami aujourd'hui ? C'est d'être un acteur marquant de son territoire et toujours ancré dans son territoire. Je crois que ma maman me rappelait régulièrement qu'il faut avoir les pieds ancrés dans son histoire et son territoire, la tête tournée vers l'avenir, mais il ne faut pas décrocher. Aujourd'hui, on contribue au travers de la transition énergétique, on contribue au travers de la transition numérique, on contribue au travers des ambitions sociétales que l'on peut avoir. Nous, en tant que dirigeants, on est aussi impliqués. Mon frère est impliqué, Fabien, dans la Chambre de commerce et d'industrie. Moi-même, je suis impliqué dans le MENEF Drôme-Ardèche. L'idée étant effectivement de redonner une partie de ce que nous apporte le territoire en matière effectivement à la fois d'économie, mais de choix, de débat et de construction pour demain.
D'accord. Comment peut-on bénéficier de plus d'informations pour en savoir encore un peu plus sur Bertolami ? Alors, on a bertolami.fr qui est un régulateur pour aller voir nos différents sites. Puis après, vous nous retrouverez assez régulièrement sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a ces moments de rencontre qu'on essaye de créer. Donc, suivre le calendrier de nos actions et de notre présence sur le terrain. On aime bien aller à la rencontre du territoire et de pouvoir effectivement discuter, échanger, construire des projets avec les habitants de l'Ardèche et de la Drôme. Alors, est-ce que toi, en tant que Benjamin Baudet, tu as des lieux coup de cœur ? Ou des voyages Bertolami qui t'ont marqué plus particulièrement? Non, alors des lieux coup de cœur, je le disais tout à l'heure. Moi, j'ai un endroit que j'aime particulièrement et qui finalement est assez méconnu de notre territoire ou mal vu, c'est le Rhône. On a un lien extraordinaire entre l'Ardèche et la Drôme, qui est un très beau fleuve. Soit prendre de la hauteur pour le voir, et là on peut monter sur la chapelle de l'Ermitage et avoir une vue magnifique sur son sillon rhodanien, soit effectivement pouvoir faire une partie de la Via Rona au bord de ce dernier. C'est voyager, c'est une partie du voyage. Alors c'est un voyage rapide de la maison, mais ça permet quand même de couper, de pouvoir effectivement s'émerveiller de ce que nous apporte ce fleuve. C'est aussi un actif très économique. Là, si je veux revenir un peu sur ma vision de ce que peut être le Rhône aujourd'hui en matière d'échange et de modalités, de mobilité. On a beaucoup de personnes qui découvrent au travers des croisières fluviales l'ensemble de la richesse de notre territoire en ayant comme moyen principal de transport un bateau. Donc ce sont des éléments qui sont clés. Donc pour moi, le Rhône, le fleuve et tout l'écosystème qui gravite autour, et notamment nos deux départements, sont une destination rêvée. Qu'est-ce qui fait ta fierté aujourd'hui de véhiculer, on va dire, cette belle maison et marque aujourd'hui? On peut dire que c'est une marque, Bertolami. Je crois que la fierté, c'est de voir nos enfants, Yannick, Fabien et moi, venir dans l'entreprise, avoir les yeux qui pétillent, monter dans nos cars, monter dans nos navettes automatisées, voyager avec des groupes. Ma fille est partie avec un groupe Bertolami au mois de juin, de rentrer effectivement dans cette histoire familiale. Je ne sais pas s'ils représenteront la 4e génération de dirigeants, mais en tout cas, aujourd'hui, on a suffisamment construit une histoire de famille pour qu'ils s'y intéressent et ils y participent. Et parfois, ils en acceptent les contraintes, notamment l'absence de leur papa, les voyages, la logique de disponibilité, les événements. Eh bien, ça fait un tout. Et pour nous, c'est notre fierté de pouvoir conserver cet esprit de famille. En parlant d'événements, du coup, vous avez postulé, je crois, à différents prix. C'est quoi votre actu? Oui, on a un peu, on est pas en recherche de reconnaissance, mais c'est toujours intéressant d'aller effectivement sonder les différentes trophées qu'on peut trouver. Il y en a un qui nous paraît atypique, qui est celui de la Fédération française des trucs qui marchent. C'est un dispositif qui est assez inédit, qui est assez ludique, mais qui vient chercher et reconnaître des dispositifs dont on pense qu'ils vont transformer la vie de société, mais de manière assez pratico-pratique et très pragmatique. Donc on a candidaté, on espère effectivement avoir une bonne nouvelle dans les prochains jours. Très bien, merci en tout cas à tous nos partenaires sans qui ce projet n'aurait pas lieu. Retrouvez-les sur Acteurs Monde Désirable au singulier. Écoutez et réécoutez toutes les émissions sur RCF ainsi que les podcasts audio et vidéo sur notre site internet. Rejoignez-vous aussi l'aventure et soyez ainsi acteurs d'un monde désirable.